Aujourd'hui à Aéropod pour ce 69e épisode, on parle des lanceurs spatiaux et du jour où nous avons failli perdre la station spatiale. Bienvenue à l'Aéropod, le podcast des pros de l'aviation de Mentor Aéro. J'espère que vous allez bien tout le monde. Bonjour messieurs, mon nom est Claudia Ouellette et aujourd'hui en studio. Full vaccinaté. Oui, studio espace viande. Hein? On est en meat space, on n'est pas en virtual space. Exactement. Espace viande. Ouh là, Ok. j'étais pas là, j'étais pas... Non, moi non pas plus, encore je rendu. pas tout à fait... hein? Visiblement, mon cerveau... Mon cerveau était pas là. C'est commencé. Oui. C'est bon, c'est l'heure. OK. Hey, aujourd'hui, on parle... En fait, on répond encore à une demande d'un auditeur qui nous posait des questions sur les... C'est une demande spatiale. Oh! Ça y est, ça va être le jour des dad jokes. OK. OK. Donc, ouais, c'est ça. On a plein de choses à dire parce qu'on n'est plus dans le monde où il y avait que les Américains et les Russes. Non. Non, tout le monde et son frère, on est dans Il y a d'autres Américains aussi. Ouais, c'est ça. En fait, on est rendu qu'on est vraiment pas cool si on n'a aucun projet de lanceur Non. spatial. Pas cool. Donc, est-ce Donc, que au Canada, on n'en a pas. Oui, bon, j'allais dire. Est-ce qu'on commence par les pas cool? Ce serait peut-être plus rapide. Olivier, Oui, par qui Claudia. on commence? Ben, on pourrait commencer par les Américains. S'ils sont fait damer le pion par les Russes dans les années 60, on peut quand même commencer par eux maintenant. Ils sont les plus près de nous. Ouais. Donc, c'est la façon la plus facile d'avoir une fusée qui va dans l'espace et d'aller encore aller aux États-Unis à Cap Canaveral. Effectivement. On dirait que tu parles d'un outlet. Ah, d'accord. Ben, C'est la même chose, même combat. Ouais. outlet c'est to vrai, pareil, space. là. À quand un lanceur à Plattsburgh? D'accord. Donc, ouais, les Américains, c'est plusieurs options quand même. Là. Oui, il y a beaucoup d'options. Les Américains, je pense, c'est ceux qui ont le plus d'options après les Chinois. Les Chinois, vous allez voir, c'est assez ridicule. Donc, les Américains, le plus populaire en ce moment, que tout le monde connaît, c'est le Falcon, Falcon 9 de SpaceX. On ne parlera pas du spaceship, là, du gros vaisseau qu'ils sont après construire parce qu'il n'a pas encore volé. Mais vraiment, ce qui est en service Un en ce moment. spaceship? Oui, l'espèce de fusée géante En stainless, tu sais. Là. au Texas. Là. Ils sont en train d'assembler le premier étage. Là. Les photos sont sorties cette semaine. Ouais. Donc, quand ça va avoir volé, on va en reparler, mais pour l'instant, ils n'ont pas encore volé. Donc, le Falcon 9, le premier vol le 4 juin 2010. Et tenez-vous bien, c'est un vol vers la station spatiale avec la capsule Dragon Cargo. Ah, quand même, hein, directement. Il n'y a pas de niaisage. Non, L'autre, c'est ça. l'autre- À la ouais. Lune, presque. Donc, donner des chiffres un peu, là, 1,7 million de livres de poussée au décollage, 50 000 livres en orbite basse. Et puis, on parle d'environ 50 millions pour un Falcon 9 usagé qui a déjà volé. C'est pas payé. Ça monte à peu près à 60 millions, je pense, pour 60-65 millions pour une fusée qui est complètement neuve. Ah oui, Ben, OK, quand même. Le on trois a- quarts du coût qui est récurrent. Là. Ouais. Mais c'est tout de même beaucoup moins cher que les vols de navettes. Oh oui, à l'époque, Gouvernementale, que c'était là. comme... Ouais, mais c'est pas. Oui, parce qu'il levait plus de poids aussi. Mais Olivier, si on compare avec, j'imagine que tu vas en parler, le ULA. Oui, ULA, ça s'en vient justement. Là. Parfait. Vous allez voir tu nous que- feras une comparaison Ouais. là, au niveau des prix, peut-être. Là? Oui. Donc, D'accord. et on a aussi Falcon 9, on a la version F9H, Falcon 9 Heavy, avec les 3 boosters. Vous vous souvenez quand les 2 fusées avaient atterri en même temps en Floride, là, leur premier vol. Là. Donc, eux, c'est 150 millions pour un vol. Ah oui, OK, quand même. Ben, c'est 3 Falcon 9, fait que 50 x 3. Écoute, quand ton pricing n'est pas compliqué, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on aime. Je pense qu'il y a un actuel là-dessus. Ouais. Donc, si on passe avec Atlas 5, avec ULA, United Launch Alliance, qui est une association entre Lockheed Martin et Boeing, mais c'est une compagnie qui est séparée. Ouais. Si vous êtes sur Twitter, il y a Tori Bruno, qui est le président de ULA, Très qui actif. est très actif, qui a toujours des bons commentaires, là, qui ne fait pas juste chialer sur les autres compagnies, mais qui a vraiment une bonne vue sur C'est un ingénieur. sur l'espace. Donc, Atlas 5, c'est un cheval de travail, 87 lancements, entre 110 et 153 millions, dépendamment de la configuration. Atlas 5, on va vous faire fi de toutes les configurations parce qu'il y en a beaucoup, avec un seul booster à poudre sur le côté, 2 boosters, 3, 4, 5, 6. Là, il y en a pour toutes les sortes. C'est à peu près comme la liste d'options pour un F-150. Là, on s'en sort pas. C'est bon. Donc, T'as Atlas Y 5, a-t-il des aussi. bonus pour clients de longue date? ou, probablement. En fait, t'as des rabais Costco.
Oui, donc depuis le 21 août 2002 que l'Atlas V vole. Ouais. Et les moteurs, pendant longtemps, les moteurs étaient des moteurs russes, des anciens moteurs de missiles nucléaires. Et puis avec 2 chambres. Donc on pense qu'il y a 2 moteurs, parce qu'on a 2 tuyères sur l'étage principal de Atlas V, mais en fait c'est un moteur avec 2 tuyères. Okay. Et puis M. Bruno, lui, sa différenciation avec un Falcon 9, oui, la fusée à 110 millions est plus chère que la Falcon 9, mais ce qu'il dit, c'est que nous, on n'a à peu près aucun échec. Donc, si votre satellite doit absolument se rendre dans l'espace parce qu'il n'y en a pas d'autre, ben Atlas V, c'est votre véhicule pour le lancer. OK. Intéressant. Ben, faut... Quand en tu es tout cas, rendu que tu as de la mise en marché à faire pour tes vols spatiaux, c'est parce qu'il y a de la compétition. Là. Je suis fascinée. Oui, mais c'est c'est bon. pas là. comme si les Falcons tombaient du ciel non plus. Mais ils ont eu plus d'échecs avec les Falcon 9 que les Atlas V. Mais au début, est-ce que maintenant, il y en a encore? Ben, dernièrement, il y avait un Falcon 9 qui avait un satellite israélien sur le pad. En ravitaillant, ça a explosé. Mais ils ont fait comme OK. Oups. Donc, c'est le genre d'accident qui n'est jamais arrivé avec un Atlas V. D'accord, OK. Donc, Ça met de la Positionnement pression, hein. intéressant. oui. Ensuite, on a de chez ULA, on a encore une Delta 4. Delta 4 Heavy, qui je pense qu'il en reste 1 ou 2 à voler. 63 000 livres en orbite, 2,1 millions de livres de poussée. Et c'est la fusée qui a amené la capsule Orion sur son vol d'essai le 5 décembre 2014. Quand elle avait été faite une espèce d'orbite elliptique là, bizarroïde là, pour simuler un retour de la Lune. Okay. La capsule qui était inhabitée. C'est le seul vol d'Orion à date. Et Delta 4, ce qui est intéressant, c'est la fusée que les 3 étages principaux sont orange. Et quand la fusée décolle, ben, les premiers étages, ben, ils brûlent. Le feu prend après. Puis quand tu es rendu en orbite, il est rendu tout carbonisé. Oui, parce que c'est c'est liquide. Oui. Fait que c'est l'hydrogène qui est autour au choix. Il l'avait expliqué. Ouais. Il y a un Smarter Everyday là-dessus où ils visitent. Il y a l'autorisation de visiter le pad. Là, puis il l'explique pourquoi que ça... Ça fait ça, donc c'est comme un peu sa signature. Ouais. Ensuite, on s'en va avec Orbital Science. Maintenant, Northrop Grumman avec la fusée Antares. Elle, c'est la fusée qui transporte la capsule Cygnus, un autre vaisseau cargo qui va à la station spatiale. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de vol, mais il y en a qui s'en viennent bientôt. Et eux, encore une fois, c'est des moteurs russes, encore des moteurs de missiles nucléaires qui sont réutilisés. Ouais. On parle entre 80 et 85 millions pour un vol vers la station spatiale. Bon, Oui. OK. J'ai une question méta ici, là. Pourquoi tout le monde prend des nomenclatures grecques? Ça a commencé les C'est problèmes cool. Apollo. Avec Apollo. Apollo, ils ont donné le nom du dieu du soleil pour aller à la Lune. Au lieu de prendre Artemis ou Diane. Écoute, c'est sûr que... oui, effectivement. Donc, On voulait absolument donner un nom d'homme. oui, C'est le cool. patriarcat Ouais, était c'est très ça. fort dans ces années-là. Donc, je ne sais pas pourquoi ils donnent des noms grecs, mais en fait, dans l'espace, il y a beaucoup de choses qui sont déjà nommées avec des noms de la mythologie grecque et romaine. Donc, ça fait concept, là. OK. Ouais, j'imagine. Parce que je trouve ça drôle quand même que des concurrents continuent d'aller dans le cadre de ce concept-là, sauf SpaceX. Mais ça fait longtemps que ces lanceurs-là et ou volent, ou souvent c'est des itérations de missiles, de trucs qui datent des années. Ouais. Et en fait, c'était l'argument d'Elon Musk de dire, ben nous autres, on est partis de zéro, hein, by the way, alors que ULA, puis Northrop Grumman, puis tout ça, eux autres, c'est pas les mêmes que les années 80, 70-80, mais il y c'est avait le une même plateforme, concept. là. Exactement, c'est ça. C'est comme un peu le 737, là, qui sont pas partis, comme le 220 sont partis de zéro, mais le 737 sont partis Ouais, exact. d'un 707 qui ont trafiqué. C'est ça. Fait que au début, c'était l'argument d'Elon Musk. D'accord. On est parti d'une feuille Et blanche. puis, ce qui est intéressant avec Antares et Cygnus, c'est que lorsque Cygnus a fini la station spatiale, le vaisseau est fait d'une façon où ils font pas juste quitter la station spatiale et revenir dans l'atmosphère puis brûler. Ils restent en orbite, ils font des expériences avant de revenir. Donc, ils ont cette option-là. Donc, c'est quand même assez intéressant. Versus Dragon, quand Dragon quitte la station spatiale, Ça presse. ben, pas que ça presse, mais ils y reviennent sur la Terre, that's it. Ouais. Cygnus, comme ils perdent le vaisseau de toute façon, ils font des expériences comme mettre le feu dedans, des trucs comme ça. Ah! Ah, lui, il revient pas, Cygnus? Il revient, mais en poussière. Non, mais je veux dire, il n'est pas réutilisable. Non, il n'est pas réutilisable. Tu joues sur les mots, Olivier. Ensuite, une compagnie qui a fait les manchettes dernièrement, mais pas pour des bonnes raisons, Electron, la fusée de Rocket Lab, qu'apparemment il y a une culture très toxique. Là, ça court, là, ils ont comme une culture de compagnie de jeux vidéo là, où les employés sont exploités puis personne n'est content. Ça marche très, très bien pour la sécurité dans l'espace. Rocket Lab, d'habitude. c'est eux autres que. C'est-tu Firefly? Non, il y a Firefly aussi. Hein? Oui, mais les autres,
On ne sait pas ce qu'ils font. On n'entend plus parler. OK. 300 kilos en orbite pour la fusée Electron de Rocket Lab. OK. Ils lancent de la Nouvelle-Zélande. C'est une compagnie américaine, mais leur lancement est en Nouvelle-Zélande. Donc, c'est intéressant. Et c'est environ 7,5 millions par vol. Et ils opèrent depuis le 25 mai 2017. Fait que c'est énormément moins de charges utiles. Mais moins cher. Ouais, OK. Beaucoup. Fait qu'on vise le microsatellite Ouais, et des choses comme exactement. ça. OK. Comme le satellite le contrat qui est donné récemment pour le laboratoire à Toronto, de l'Université de Toronto, qui font des microsatellites. Ils vont voler sur une fusée de... Rocket Lab. Ben, peut-être pas de Rocket Lab, mais c'est de cette classe-là. OK. Ensuite, on va regarder on parlait de Northrop Grumman avec des missiles, les Minotaur, qui sont les anciens missiles Minuteman, qui ont été recyclés pour faire des missiles lanceurs. balistiques, c'est parfait pour faire des lanceurs. Ouais. Non, c'est pas ça. C'était à cause que là, on l'a carrément fait un rebranding gréco-branché pour le... En tout cas, je trouve ça cocasse. Bref. Et puis Minotaur, dépendamment de la version, il y a comme 6 versions. C'est entre 600 kg et 1700 kg en orbite. Et on parle d'environ 50 millions pour un lancement. Et c'est des moteurs à poudre. À poudre? Ouais. OK. Donc, en gros, ce qui fait la différence de prix, pas nécessairement de coût, c'est le niveau de sécurité et le niveau de poids. C'est les deux... Puis la technologie qui est utilisée aussi. Là, on va voir tantôt qu'il y a des fusées qui sont hypergoliques. Donc, des carburants que lorsqu'on les mélange, ça explose. Et d'autres, exemple, Falcon 9, Atlas 5, le premier étage, c'est de l'oxygène liquide et grosso modo du jet fuel. Donc là, faut vraiment les allumer ensemble, comme dans un moteur normal, pour que ça fonctionne. Mais Olivier, c'est quoi l'avantage pour Minotaur de rester avec un lanceur complet? Parce que des fois, tu peux avoir des fusées d'appoint en poudre. Oui. À poudre. Pourquoi lui, il est pas. Ils ont voulu rester sur un lanceur totalement avec une. Je crois que c'est pour juste recycler des morceaux. Ils ont des morceaux qui traînent, puis on va prendre ça. Puis même avec les moteurs à poudre, la différence, c'est qu'on ne peut pas les arrêter, on ne peut pas les repartir. Ben, c'est ça que j'allais dire, parce que tu nous l'avais déjà expliqué. Ils calculent les trajectoires orbitales, puis ils peuvent mettre leur satellite exactement où ils veulent, juste en brûlant différemment. Parce que l'avantage d'avoir des propulseurs avec de l'ergol liquide, là, c'est que tu peux throttler, qu'on appelle. Là. D'ailleurs, on l'entend souvent, le throttle up, là, le max Q. En fait, l'avantage du carburant liquide, c'est comme un avion, là, on peut faire ce qu'on veut avec. Exact. Et l'avantage des propulseurs à poudre, c'est que lorsque la fusée est assemblée, elle peut rester sur le pas de lancement indéfiniment parce que le carburant est stable. Oui. Alors que l'autre, il faut remplir, vider, remplir. Exactement. Vider. Intéressant. Fait que donc, il y en a un qui a des meilleurs pilotes puis un qui a des meilleurs rocket scientists. OK. Non, ben c'est... Ouais. Il n'y a pas de une façon de voir les choses. Oui. OK. Ensuite, on a Launcher One, qui est la compagnie de monsieur... qui est la fusée de Virgin Orbit, de monsieur Branson. Ouais. Lui, il se fait lancer à partir de 747. C'est 500 kg en orbite. Et donc, un ancien 747-400 de Virgin Atlantic. 12 millions de lancement. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils montent... ceux qui ont leur licence de pilote savaient que le 50% du poids de l'atmosphère est sous 18 000 pieds. Et le plus difficile pour aller dans l'espace, c'est passer au travers de cette couche d'atmosphère-là jusqu'à environ 30 000 pieds. Ouais. Là, avec le 747, ils montent en haut de 30 000 pieds. Ils ont déjà 60%, 70% de l'atmosphère en dessous d'eux. Et la fusée a besoin d'être beaucoup moins grosse pour se rendre en orbite. Exact. Et là, question technique. Là. Oui. On peut pas démarrer une fusée sur le dos d'un avion. Là. Non. Il la lâche. Alors, premièrement, elle est en dessous de l'aile. Ah, d'accord. Puis ce qui est important de mentionner ici... Je sais pas pourquoi j'étais partie avec l'Antonov dans ma tête. Là. C'est un point super intéressant parce que il n'est pas dessus, il est en dessous de l'aile, il est à gauche. Ouais. Puis le 747, sur de la façon que l'avion a été conçu, là, il y a un point d'emport entre le moteur numéro 2, excusez-moi, et le fuselage. Tu as un point d'emport fixe où tu peux accrocher un moteur. Il y a des photos, vous irez voir ça sur... pour transporter des moteurs. Pour transporter des moteurs. Puis quand l'avion a été mis en service, il n'y avait aucun avion de transport qui pouvait transporter un moteur de 747. Donc l'avion devait pouvoir amener son propre moteur de rechange. Ouais. Et c'est sur ce point d'emport-là qu'ils attachent la navette? Exactement. Fusée, si vous vous demandez pourquoi un 747 et pourquoi à gauche, parce qu'ils utilisent ce point d'emport-là qui est déjà renforcé et prévu pour ça. OK. Et là, donc, on lâche la navette. La fusée. Et la fusée. Et là, elle démarre pendant qu'elle est en chute libre ou whatever, qu'elle plane. Oui. Et elle s'en va. D'accord. C'est largué, puis il y a des super beaux vidéos, vous irez voir ça encore une fois, où vous voyez le 747 qui dégage. Qui monte, puis après ça, il tourne. Puis les gars, ils doivent avoir du fun à se tasser de la ligne. Là.
Ces méchants virages. Là. Ils ont un directeur de vol, donc quand il largue la fusée, il y a un module de pilote automatique dans l'avion qui dit au pilote suis les commandes dans l'écran, puis l'avion fait la manœuvre. Ils n'ont aucune question à se poser. Là. Ouais. Mais lâcher je ne sais combien de kilos en vol, ça doit être un petit peu violent pour le pilotage? Ils savent. L'avion, là, définitivement, quand ils larguent ça, c'est pour ça que quand ils font leur virage, ils s'en vont à droite. Parce que le poids est à gauche. Donc, quand ils larguent, l'avion a tendance à tourner vers la droite. Ouais. OK, fait qu'ils poursuivent la manœuvre. Mais ils compensent avec... ils transfèrent du fuel et tout ça. Là. Mais l'avion s'en va vers la droite parce que le poids quitte à gauche. Et puis, ils font juste faire ce que l'avion va faire tout seul. Exact. Ouais. Puis c'est la même chose. C'est l'aïkido en vol, d'accord. Moins violent, là, mais c'est le même principe un petit peu que les 415. Quand les CL415 larguent l'eau, l'avion devient instantanément plus léger et qu'il a tendance à monter. Les bombardiers pendant la guerre, c'était la même chose. Et Lancaster, qui transportait la bombe de 22 000 livres, quand il larguait la bombe, l'avion montait, mais vraiment sauvagement. Là. Parce qu'instantanément, tu as des moteurs. Oui, mais tes moteurs ont un certain setting pour être capable de transporter ce poids-là. Puis là, soudainement, pouf, il est plus là. Ton rapport poussée-poids vient d'être transformé très... Fait que si vous connaissez des pilotes de 415, vous leur demanderez. C'est assez violent. D'ailleurs, c'est contre-intuitif. Il faut que tu pousses ces commandes quand tu largues de l'eau. Au lieu de tirer et partir, il faut que tu pousses parce que ça monte. Faut compenser. Là. Exact. D'accord. Et le dernier lanceur qu'on a aux États-Unis, c'est Pegasus. La fusée Pegasus de Northrop Grumman, elle amène 443 kilos en orbite. Oui. Et est lancée d'un ancien L-1011 de Air Canada. Yep. Et donc environ 40 millions par largage. Mais la fusée est sous le ventre de l'avion. Et un peu comme le X-1 en dessous du B-29. Ouais. Il largue, il dégage avec le L-1011 et puis la fusée elle s'en va en orbite. Ouais. Mais là, on n'a pas oublié. Est-ce qu'on est rendu avec 11 lanceurs américains? Là? C'est là que j'en suis à peu près? Qui on aurait oublié, Greg? Ben, on n'aurait pas oublié oui. notre bite volante. Ouais, mais Bezos ne se rend pas en orbite, donc il compte pas dans la liste. Ah, Olivier, come on, là! On n'a pas parlé de Virgin Galactic non plus. On a parlé de Virgin Orbit. Ah oui, j'ai eu une seconde où je me suis demandé s'il avait changé de nom. Là, vraiment, c'est juste des fusées de classe orbitale. OK, mais on s'entend quand même que Blue Origin, c'est dans le but d'aller dans l'espace. Là. Quand ils vont aller en orbite, ça nous fait plaisir de parler d'eux. Olivier, vous considérez pas comme étant... Non, mais c'est vrai, là. Faut tracer la ligne à quelque part éventuellement, là. On est rendu dans ce milieu-là qui a des segments. D'accord. John Smith, au Nebraska, construit des fusées en modèle réduit qui montent à 150 pieds dans les airs et qui descendent avec un parachute. Mais on s'en tape, là. Mais il n'y avait pas un champion, justement, qui voulait prouver avec sa propre personne que la Terre était plate? Avec une fusée à vapeur. Fait qu'il compte pas, lui? Non, il s'est pas rasé en orbite. C'était un genre de... C'était pas un porte-parole, mais c'était le... Un conspirationniste en chef? Non, mais c'était celui qui était le plus volubile, qui a fait sa propre fusée à vapeur. Oui. Et qui... Il est tel que tu mettes une bouilloire sur le dos, champion. Ben, il est quand même monté suffisamment assez haut pour que la descente et l'impact soient fatal. Il n'a rien senti. C'est pour ça qu'il appelle ça Terminal Velocity. Oui. Excusez. Je pense qu'il n'a même pas atteint la vélocité terminale en plus, c'était pas assez haut, par exemple. Too soon? Non. OK. Donc, c'en est fait des Américains. Oui. Ça en est fait. Oui, ça en est fait. Donc, il y a plusieurs projets aux États-Unis de fusées orbitales. Quand ça aura eu lieu, on va vous en reparler. D'accord. Est-ce qu'on va en Russie? C'est sûr qu'on va de l'autre côté du mur de fer. Du mur de Tetris. Qui n'existe plus, mais exact. qui... Oui. Donc, parlons Tetris. de Poutine, je sais. Donc, en Russie, les Russes avaient beaucoup de fusées, mais là, ils ont des chevals, des bêtes de somme qui travaillent très, très fort. La première qu'on peut parler, c'est Proton, qui vole depuis 1965, mais la version K a volé en 67. Et là, la version M, Proton M, qui vole depuis les années 90. Ouais. Et retenez ça, on va vous en reparler tantôt de la fusée Proton, parce que c'est elle qui a mis en orbite le module NOKA. Donc, on va parler à la fin, quand on va parler de la station spatiale. 200 millions... en fait, 2001 pour la fusée M, 23,7 tonnes en orbite. C'est assez impressionnant. Wow. Oui, okay. Et c'est des moteurs qui sont hypergoliques. Donc, c'est vraiment ces deux produits chimiques et quand on les mélange, ça explose. Yeah. Et on fait ça sur la rampe? Oui, dans 2 réservoirs séparés. Ça, et là, on ouvre les valves et puis la fusée s'en va. On parlait tantôt, Olivier, en préparation d'émission, de dire il faudrait qu'on aille voir des fusées décoller. Tout ça, j'ai pas pu aller voir la navette spatiale, etc. etc. Mais il
Salaud. Il paraît que le décollage d'une Proton ben là, j'allais dire en Azerbaïdjan, mais ils sont plus là. Baïkonour. À Baïkonour, là. Il paraît que ça vaut le déplacement. Là. Si vous avez déjà vu des photos, le pad, ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit aux États-Unis. Là. La fusée est littéralement suspendue dans le vide. Là. Puis quand ils mettent le feu aux poudres, ben, pas à la poudre, là, mais il y a lâche. Puis pendant une fraction de seconde, elle est dans le vide. Là, puis ça monte. C'est assez malade. Les Russes! Tout ça au prix de 65 millions pour un lancement. Ah, ils sont malades. Ils font d'entrer bonne vodka. Et côté track record, là, on parle de... C'est on pas pire, honnêtement. Là, c'est les surprenant. Protons, oui, c'est des bonnes fusées. Ouais. Okay. Parce que je sais que Soyuz a le meilleur... Oui, mais Soyuz, on va en parler. On va finir avec ça, en fait, pour les Russes. Je te laisse. L'autre fusée qu'on a, c'est la Start 1. Elle a son nom du programme START, le traité START contre la prolifération des armes atomiques. Ouais. Okay. Donc, c'est un missile ICBM, un SS-25 depuis 1992. Elle tire son nom du fait qu'on a réutilisé de l'armement pour faire de la course vers les étoiles? Oui, absolument. Intéressant. Oui. Okay. Et puis, les derniers vols étaient en 2006. Les vols devraient reprendre en 2022. Ils ont des missions d'aligner. Donc, on parle de 550 kilos en orbite. Pourquoi on a arrêté l'émission? Probablement une question de coût. Ou une question de coût qui ont réarrangé la compagnie pour que ça fonctionne. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que cette fusée-là, elle part d'un... Vous savez, les gros camions qui transportaient les missiles nucléaires intercontinentaux? Oui. Ben, la fusée est là-dessus. Et le camion conduit jusqu'au pad de lancement. Ils mettent la fusée debout, puis... Poup! Merci, bonsoir. Mais je l'ai déjà dit souvent, les Russes, à ce niveau-là, ils sont malades. OK? Sérieusement, je suis en train de me préparer là, pour faire de quoi sur les moteurs à turbine russes, là. Donc, les Russes... C'est laid, mais ça fonctionne! Les Russes ont une approche pour résoudre des problèmes d'ingénierie qui est assez incroyable. Oui. Très différente? Oui. Ça fonctionne. C'est laid. Mais pourquoi ça finit par être laid? Parce qu'on s'en fout. D'accord. Non, mais c'est vrai. Non, je comprends. C'est vrai. Non, c'est tu sais, sur le c'est laid. sur Ils le ont MiG, quand même fait des Sukhoi, hein? Mais bon. Oui, mais en fait, c'est un très bon exemple. Il y a certains morceaux, on rit souvent là, des Sukhoi puis des MiG, là. Puis des fois, en joke, on dit « Ouais, il y a certains morceaux, c'est du stainless. » Ils se sont rendus compte que la tôle vibrait ou que ça tordait ou quoi. Ils ont dit « On va mettre du stainless. » OK, ça marche. OK, la Russie était comme le plus gros producteur de stainless au monde, puis de titane, fait qu'il y a ça sur leurs avions. Exactement. Eux autres, du titane, ils ne peuvent pas te creuser un trou dans le sol sans trouver du titane. Fait que c'est sûr qu'il y a ça partout dans leur truc. Tu sais, le Sukhoi 27, là, ils ont quand même réussi à faire un chasseur lourd. Tu sais, je veux dire, on va décider un chasseur, puis il va être lourd, by the way. 76 000 livres au décollage. Il est 3 fois plus lourd qu'un F-16, tu sais. Mais côté performance, c'est pareil. Ben, il vole debout, tu sais. OK, ça va. Voilà, d'accord. Russe, OK, parenthèse fermée. La fusée Angara, depuis 2014, 24,5 tonnes en orbite et 70 millions. Ils ont combien de lancements, cette fusée-là? Les lancements sont... Ben, il y a beaucoup. Angara, je pense. Il faudrait que je consulte mes notes. Qui sont en ligne, parce que je manquais de pages. D'accord. Un beau problème. En fait, mon point, c'est qu'il me semble qu'on en entend moins souvent parler que la Soyuz. Parce que, c'est toujours la fusée. Tu vas pas prendre une fusée trop forte pour emmener ton satellite. C'est vraiment matcher la fusée avec la mission pour pas payer pour une capacité que tu n'as pas vraiment besoin. Okay. J'aimerais vraiment avoir les appels d'offres pour j'ai besoin de lancer un satellite. Ça doit être fascinant. Assez hallucinant. Ouais, quand même. Pour moi, tu appelles à Radio Moscou. Puis eux, ils te pluguent avec les fils, ils te pluguent à la bonne personne. Puis, Et on termine avec Soyuz, qui est le cheval, qui est comme le recordman de tous les temps des vols spatiaux. C'est le lanceur le plus utilisé, 1900 lancements depuis 1966. Avec aucun incident. Non, il y en a eu beaucoup. Oui? Oh oui, il y en a eu beaucoup. Je pensais qu'il était top. Il y a eu ce qui est notable avec Soyuz, c'est qu'entre 2011 et 2020, c'était le seul moyen d'aller sur la station spatiale. La navette spatiale avait été retirée. Et là, avec SpaceX, il y a un nouveau moyen d'y aller. On parle de 35 millions pour un lancement en Russie et en Azerbaïdjan en fait. Oui. Et la Soyuz est aussi lancée de la Guyane française. Oui, depuis 2 ans à peu près. Là. Oui, donc c'est 80 millions quand on lance de la Guyane. Oui. Parce qu'il y a le prix de transporter la fusée par bateau et ça ajoute du prix. OK. Au niveau des incidents de Soyuz, il y a eu dernièrement, là, il y a quelques années, il y a deux astronautes, un Russe et un Américain qui allaient à la station spatiale. Et la fusée, elle a eu un défaut. Il y a un défaut de fabrication. Il y a un des boosters de côté qui a frappé l'étage central lors de l'ascension, qui a
carrément tout débalancé la patente. Et eux, ils ont utilisé le système d'éjection de la capsule. Donc la tour, là, oui, le truc. avec la tour de sauvetage, dans le fond, a été mise à feu et ça a amené les astronautes dans une trajectoire suborbitale. Ils sont revenus sur la Terre. Il n'y avait rien, dans le fond. Là. Oh, quand même! Et Ça puis, il y a fonctionne. eu aussi un autre événement il y a quelques années, il faudrait mettre le lien parce que c'est fascinant. Il y avait il y a eu un feu sur le pad de lancement avant que les astronautes décollent avec la fusée. Ouais. Dans le centre de contrôle, ils voulaient éjecter les astronautes. Les câbles étaient coupés à cause du feu. Ils essayaient de parler aux astronautes, ça ne marchait pas. Puis ils ont fini par trouver une façon de leur dire sortez de là, ça presse. Et eux, dans la capsule, ils ont actionné le système d'urgence juste comme la fusée explosait. Ouais. Et ils ont refait le même Non, ben là, là, ils sont montés un peu plus haut, mais ils n'ont pas fait une orbite. Ils sont pas allés en espace. Avec la capsule qui s'était éjectée durant l'ascension, eux sont allés dans l'espace, une trajectoire suborbitale balistique, sont revenus sur la Terre. Ouais. Et là, sur le pad, ils ont juste monté comme à 3-4 000 pieds, puis ils ont atterri plus loin. Puis ça, ce dont Olivier la même, parle, c'est c'est l'espèce de petite flèche pointue qu'on voit au bout. Là. Il y a des moteurs fusées Il y là-dessus. a des moteurs fusés là-dessus. Mais c'est le module qui a été utilisé dans le film avec Sandra Bullock pour la ramener, non? Nope. Sûr? Non, c'est Sandra Bullock, ben oui, elle revient avec une capsule Soyuz, mais C'est ça. est-ce que Soyuz, il y a la capsule et il y a Mais- la fusée? OK, mais c'était pas... C'est beau. C'est parce que la fusée Soyuz transporte des satellites. Non, je comprends. Il n'y a pas toujours des astronautes dedans. Je comprends. D'accord. T'as le même système sur la Saturne, là, quand on voit des photos de la Saturne 5. Là. En haut, là, sur la petite pointe. Là. Il y a des moteurs fusées. T'as une autre petite pointe, un petit truc pointu. Là, tu dis, Il y a 4 moteurs après ça. Il y a 4 petits moteurs, là, mais ça, c'est pour éjecter juste la pointe. 4 jamais il y petits a une moteurs urgence. qui ont comme 150 000 livres de poussée, une affaire probablement ridicule. Mais là. pendant genre 10 secondes. C'est juste pour t'amener loin du pad. Puis, Après ça, tu parachutes. exact. Mais quand même, donc, pour te ramener en orbite après ça, c'est... tu sais, ceux qui ont trouvé le tour de s'en Oui, mais aller. eux, ils étaient déjà en train de monter. Là. Ouais, Ils mais se il a sont comme fallu éjectés les- à 30 000 pieds. Donc là, ils se sont éjectés. Puis là, la capsule a suivi sa trajectoire. Puis la capsule est faite... La forme qu'elle a, la capsule, c'est pas anodin. C'est comme la capsule Apollo. La forme qu'elle a, vous prenez cette forme-là, vous la lancez dans les airs. Mettons un modèle réduit là, avec le Elle va poids. se- Elle va se remettre à l'endroit de la bonne façon, puis elle va tomber de la bonne façon. OK. Intéressant. D'accord. Donc, oui, on va mettre le lien dans les Puis, notes. détail intéressant sur la Soyuz, la fusée est analogue. Il n'y a pratiquement pas d'électronique pure dedans. Là. Comme Apollo. Oh, mais oui, puis j'ai vu toutes sortes de trucs bizarres. Là. Ils font des moulages en plâtre pour installer les astronautes tu sais, dans Mais une ça, espèce c'est de- pour le siège. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est comme c'est artisanal niveau Ah oui. 10 000. là. Ouais. Mais ça fonctionne. Mais C'est ça comme, fonctionne. comme les combinaisons d'astronautes, tu sais, sont faites sur mesure, donc c'est artisanal. Ils sont avec leur tape à mesurer, puis ils mesurent, puis ils font une combinaison. C'est vrai. Elles ne peuvent pas être réutilisées. Ben, par Elle le doit- par le même astronaute. Pas sentir Oui, bon de ils toute les façon. gardent au cas où tu y retournerais. Là. Ouais. Mais Fait qu'il y a une garde-robe Ouais. d'habits spatiaux. Oui, tout à fait. Absolument. ouais. Super. Et puis, c'est ça. Donc, ça conclut pour les Russes. Ils ont des projets pour d'autres fusées, mais quand ça va avoir du succès, on va en parler. Ouais. Ça serait intéressant aussi de faire un épisode sur les fusées russes qui n'ont pas fonctionné ou qui ne fonctionnent plus. Entre autres, La la N1. N1 et Energia. Ah, Chris, oui. Oh, excusez. Energia aussi, qui était assez spectaculaire. Energia qui a été designé pour ramener la bourrane. Oui. Donc, on prendra ça plus La tard. navette bourrane. C'est pas quelqu'un. là. Non, mais c'est correct. Là, je vous écoute. puis C'est comme si vous parliez russe. La Bourane, c'était la sœur de la Corriveau. OK. OK. On passe au contender numéro 1, les Chinois. Les Chinois, OK, on va aller voir les Chinois. J'avais la Corée du Nord. Alors, Mais si tu préfères qu'on La commence avec Corée la Corée du Nord. on va y aller. What? Ils ont un Hein? Oui, La Corée du Nord. ça va aller vite. Ils ont une fusée. Hein? La Una, 4 lancements depuis 2008, 2 des derniers qui ont eu du succès et 200 kilos en orbite. Et on n'a aucune idée du coût, mais ça doit ressembler à peu près tout le produit intérieur brut de la Corée pour les 10 dernières années. 350 milliards de dollars. Le coût ne vous concerne pas. C'est pas de tes affaires, le coût, c'est clair, ça? De toute façon, c'est pas compliqué. On a juste à vider une banque du Bangladesh, puis c'est payé. Ben, Paf. en fait, c'est ça que j'allais dire. Ils tirent le plus gros de leur revenu de la cybercriminalité, là, mais... Oui, exactement.
J'allais le dire en joke, mais c'est pas une joke. En tout cas, si vous vous demandez c'est quoi cette référence-là, je vais vous mettre un podcast de la BBC qui explique toute cette histoire rocambolesque-là dans les liens de l'épisode. Ouais. Les fusées de la Corée du Nord, regardez bien le lien. Lorsqu'elles partent en orbite, passent au-dessus de quel pays? La Chine. Non. Le Japon. Le Japon. Allons voir ce qui se passe au Japon. Oh! T'es cute avec ta géographie, d'accord. Wow. Ben, c'est vrai en plus. Non, c'est cool. C'est vrai, je suis con, avec l'effet Coriolis, il part toujours de ce bord-là. Donc, les Japonais, ils ont 3 lanceurs en ce moment. Et c'est assez intéressant. Ils ont le H2A, 43 lancements depuis 2001, 37 de suite sans accroc, 15 tonnes en orbite. La qualité japonaise. 90 millions du lancement. Attends, laisse-moi deviner, c'est Mitsubishi qui fabrique. C'est tout le monde là-bas, là, d'avoir. C'est un projet national. Ouais, au Japon, c'est quelque chose, heavy industry. Ouais. Il y a la fusée Epsilon, 4 vols depuis 2013, 1,5 tonnes en orbite, 39 millions le lancement. Ouais. Et ils ont la série S. S pour... Série. C'est le. En fait, c'est ce qu'on appelle en anglais des sounding rockets. C'est des fusils d'essai. Et c'est le plus petit lanceur orbital au monde. Ils mettent 4 kilos en orbite. Microsatellite. Ouais. Donc, c'est la plus petite fusée. Je n'ai pas réussi à trouver le coup, mais c'est la plus petite fusée en ce moment qui est de classe orbitale. Et ça sert à quoi, ça? Ben, quand tu as un microsatellite de 4 kilos à mettre en orbite, tu appelles eux puis ils t'arrangent ça. Ouais. Mais qui c'est qu'il y aurait juste 4 kilos à mettre en orbite? Microsatellite. Comme la plupart du temps, les microsatellites ils vont embarquer sur un Falcon 9. Il y a toujours des espaces pour les microsatellites. Donc, ils amènent le Dragon à la station spatiale. Il y a peut-être des microsatellites qui sont attachés juste en dessous du Dragon. Quand ils arrivent en orbite, ils se foutent le camp. Puis, Wow. Il est fort, Elon. Quand même. ben, ils font ça aussi à classe 5. Tout ça, ils lancent un satellite. Puis ils disent, OK, ben, le satellite fait 13 tonnes. Il nous reste... il fait 20 tonnes. Il nous reste 4 tonnes de lousse. Puis il y a des preneurs. Puis plus il y a du monde qui embarque, mais ça baisse C'est du covoiturage spatial. Ça baisse le prix pour tout le monde sur la mission. Là. Hey, dois-tu y en avoir du débris spatial, toi, mon ami, là-dedans? Là? Ouf! C'est un autre problème Oui. dont on devrait discuter. Oui, tout à fait. Éventuellement, oui. Et du Japon, on peut aller à la Chine. Oui, ben oui, tout à fait. 2 très bons amis. Oui. Donc, la Chine. La Chine, là, ils en ont des fusées, là, c'est ridicule. Oui, mais c'est toutes des longues marches. Faut aller Non, là. il y a la Kuaizhou. Pour aller en Chine? La Kuaizhou, qui n'est pas une longue marche. On commence avec elle. Donc, c'est basé sur un IRBM, donc un satellite pas un satellite, un missile nucléaire de portée intermédiaire. OK. 13 lancements depuis le 25 septembre 2013. 2 échecs. Entre 400 et 1 tonne en orbite. Entre 400 tonnes et une... Entre 400 kilos et une tonne. OK. Et là, on a les fusées de Greg Longue Marche. Les autres sont forts là-dessus. Ouais. Donc, la Longue Marche de Mao Zedong avec son armée rouge en 1937, quelque chose comme ça, 35-37. Donc, toutes les longues marches pour les Chinois. Ça indique le fait que eux, leur but est loin en avant. OK. Donc, ils ne sont pas intéressés par le court terme. Les Chinois sont patients, man. Oui, C'est très incroyable. patients. Faudrait Et s'inspirer ça d'eux. fonctionne ou pas? Ça fonctionne très bien. Si on parle de la Longue Marche 2, c'est un dérivé d'un autre missile intercontinental, le DF-5. Si on parle du modèle 2C, 3,8 tonnes en orbite, 56 lancements réussis sur 57. La 2D, 30 millions pour le lancement. C'est la version 2 étages de la Longue Marche 4. 3,5 tonnes en orbite, 53 lancements sur 54 de réussis. La Longue Marche 2F, version améliorée de la 2E, et c'est elle qui transporte les taïkonautes, les astronautes chinois. Ah Donc, oui, c'est vrai. Ils ont une 15 autre lancements compte. réussis sur 15. Cool. Tout de même. La Longue Marche 3, 11,5 tonnes en orbite, 71 lancements réussis sur 75. La 3A vous coûte 70 millions, la 3B entre 50 et 60 millions. OK. D'accord. Honnêtement, je savais pas qu'il y avait autant de modèles que ça. Ah, on est rasé à 3, là. Ça va faire la 4. Oh! Longue Marche 4, 3 étages. La 4B, 4,2 tonnes, 41 sur 42, 50 millions. La 4C, comme la 4B, mais l'étage supérieur peut être redémarré. Donc ça, c'est une autre technologie. Il y a des fusées où l'étage supérieur, on part le moteur et puis ça brûle jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de carburant. Il y a d'autres où les Russes ont cette technologie-là. Les Américains l'ont. Et là, les Chinois commencent à l'avoir. D'avoir des orbites un peu plus compliquées. Ouais. On peut lâcher de quoi, repartir, en Ouais. lâcher d'autres. Exactement. D'accord. Et vous ne croirez jamais à ça, mais il y a une Longue Marche 5. Non. Oui. Donc, la première fusée chinoise non hypergolique,
25 tonnes en orbite. Entre autres, les missions vers Mars, vers la Lune et la station spatiale chinoise. Vous vous souvenez le module qui menaçait de tomber sur New York? Ouais. C'est une Longue Marche 5. Ah, d'accord. Cool. Finalement, on a été chanceux. Oui. Longue Marche 6, c'est équivalent à la fusée indienne, la Polar Satellite Launch Vehicle. Donc, on va parler quand on va parler de l'Inde. Et la Longue Marche 7, remplaçant de la 2, 13,5 tonnes, 4 succès sur 5. Et Longue Marche 8, on a 8,4 tonnes en orbite, un vol qui a eu du succès. La Longue Marche 11, soit 700 kg en orbite, 11 réussites sur 11 lancements. D'accord. Fait que les Chinois ont du choix. Là. Oui, Ils ont du choix. c'est un vrai buffet. Oui. Et ça, c'est principalement utilisé par des entreprises privées? En Chine? Ben, il y a certains lanceurs chinois qui offrent leurs services à des entreprises américaines. Mais là, avec les relations qui sont refroidies, je pense qu'il n'y a personne qui va envoyer son satellite là-bas. C'est sûr qu'il se fait copier. C'est sûr. Ouais. Il y a aussi, il espérait aussi amener beaucoup de satellites indiens, pakistanais, tout ça. Mais là, avec l'Inde, ça va pas bien. Puis les Indiens ont leur propre capacité Et orbitale maintenant, maintenant. les Indiens ont leur propre capacité. Fait que, Donc, Voilà. parler des Indiens. ben, allons-y, tout à fait. Donc, on a le PSLV, le Polar Satellite Launch Vehicle, depuis le 20 septembre 1993. 53 lancements, 3 échecs, 3,8 tonnes. Les sondes lunaires et martiennes des Indiens ont été lancées par cette fusée-là. OK. Donc, entre 18 et 28 millions pour un lancement. Donc, Oh, c'est un, on bon est rapport, efficace, hein, un bon ouais. rapport qui a été pris. Mhm. Ensuite, on a le Geosynchronous Satellite Launch Vehicle, 13 lancements depuis 2001, 8 succès, 5 tonnes en orbite et puis 47 millions. Ouais, OK. Ça aussi, c'est intéressant. Et on a le GSLV Mark III, Ouais. 4 lancements depuis le 5 juin 2017, 10 tonnes en orbite. Et lui, cette fusée-là va transporter des astronautes indiens en 2023. Et on parle de 51 millions pour un lancement. C'est une mission dans la station internationale? Non, vers une mission nationale indienne. Ah oui, hein? Ouais. OK. Mission... Oh, ça va devenir compliqué tout ça. On sait pas. Ils vont-tu avoir leur propre station internationale? C'est leur but aussi, là. Ouais. J'imagine qu'au départ, l'idée, c'était de participer au projet chinois, mais finalement, peut-être pas. Ça va pas bien. Non, C'est ça. ils sont chicanes un peu. D'accord. Donc, on poursuit vers l'ouest. On va aller voir en Israël. Ouais. Israël, ils ont une fusée orbitale, le Shavit. Faut que j'appelle un crémieux. Je suis incapable de lire la fusée israélienne. Tu pourrais être médecin, Olivier? Oui, tout à fait. Donc, Shavit, 11 lancements depuis le 19 septembre 88, 2 échecs, entre 350 et 800 kg en orbite. Et on n'a Ok. pas de prix. Quand même, ça m'étonne qu'on ait un track record de 50-50. Ben, L'Iran, ça dépend de la technologie qu'ils sont capables d'acheter. l'Iran ont deux fusées orbitales, mais retenez pas trop votre souffle. Le Kared, un lancement en 2020. Le satellite Nour, qui veut dire lumière en c'est quoi ça, en farsi? En perse. Ben, c'est du farsi, oui. Et 50 kilos en orbite. Et l'autre, Mais ça a fonctionné. oui, ça a fonctionné. OK. Et le... je vais juste aller voir mes notes parce que je suis incapable de me relire. D'accord. Mais quand même, c'est surprenant que l'Iran soit présente. Ben, ils n'ont pas le choix. Avec Israël à côté qui Ouais. est full equip et l'Arabie Saoudite qui ne peut pas y sentir. Et maintenant qu'on est rendu avec une... je ne sais pas si on peut parler vraiment d'alliance, mais le fait que Israël et l'Arabie Saoudite se parlent. Disons une coopétition. Les Émirats arabes unis ont signé un protocole d'entente avec Israël aussi. Mhm. Donc là, ils commencent à être isolés pas mal. Oui, quand même, effectivement. Donc, c'est peut-être ça qui justifie le... La fusée qui reste, c'est le Simorg. 4 lancements, un succès en 2016, 350 kilos. Et tout ça, c'est basé sur des missiles balistiques. Là. Ben ouais. Quand tu dis que de ne pas retenir notre souffle, tu veux dire pour les prochaines missions? Ben, retenez pas votre souffle, parce que c'est pas des capacités qui sont incroyables. OK. Puis, ils sont pas beaucoup de missions, ils n'ont pas beaucoup de sous à mettre là-dessus. Non, mais quand même, là. Déjà, ça a dû représenter des investissements assez importants, merci, pour faire des preuves de concept, là. Ou ce qui ressemble à des preuves de concept. Il faut là. pas oublier que souvent, ces pays-là, ils lancent une fusée orbitale, mais ils ramassent des données aussi pour mettre au point des meilleurs missiles
balistique. Ben oui, hein? Ça va ensemble. Ouais. Super. Faut pas penser que quand les Américains font un moteur d'avion de chasse, ils ramassent pas des données pour faire un moteur d'avion civil. Là. Tout ça va Non, ensemble. de quoi tu parles? Mais non. C'est impossible qu'ils fassent ça. Voir qu'on va subventionner le civil à travers le militaire. Donc, Hérésie. tu sais pas de quoi tu parles. Plus à l'ouest, l'Europe, donc un bloc au lieu d'aller les pays. On a le Vega, 37 millions depuis 2012, 18 lancements, 2 échecs, 1,9 tonnes. Et on a la fameuse Ariane, Premier vol en 84. qui est un lanceur lourd. Mais pour Ariane 5, c'est depuis 96. Ouais, mais il y a eu la première version d'Ariane 1, ou je sais pas quoi, c'est pas 83 ou 84 dans ce coin-là? Là? Je me suis pas attardé parce que c'était pas en service. Ça ne fonctionnait C'est pas. vrai, bon point. Donc, c'est 10 tonnes en orbite, 110 lancements depuis 96, 5 échecs, dont 3 partiels. Donc, des fois, il y a un échec partiel, ça veut dire qu'ils sont rendus en orbite, mais pas dans leur, La bonne. la bonne trajectoire. Des fois, ils sont capables de la corriger quand même OK. pour réussir. Ils vont être remplacés par Ariane 6. On parle de 139 à 185 millions d'euros par lancement. Ouh, d'accord. Mais c'est du heavy, là. Une grosse charge, là. Mais ils ont une très bonne réputation. Le télescope spatial James Webb, la NASA, va partir avec Ariane 5. Ouais. Ah, Justement. quand même? Ouais. Est-ce qu'on a quelque chose qui aurait pu fonctionner aux États-Unis, mais on n'a pas choisi ça? Au Non, niveau je pense de la charge, là? ils se sont carrément dit non, c'est Ariane 5 qu'on veut. Carrément. Ils sont seuls de leur catégorie. Hein? Oui, c'est D'accord. Ouais, ils n'ont très pas fort. de, ils ont Puis pas de aussi, petits lanceurs. Ariane. Là, je vous ai parlé des mises en orbite autour de la Terre, mais il y a aussi les orbites qui sont synchronisées avec le Soleil, qui sont synchronisées avec la Lune. Il y a toutes sortes d'orbites et Ariane 5, une de ses grandes forces en configuration lourde, c'est qu'elle est capable d'envoyer un objet très très loin. Dans le cas du télescope James Webb, il va être au point Lagrange, un des points Lagrange où il n'y a comme plus aucune attraction entre le Soleil, la Terre, la Lune. C'est un point neutre de notre système Oui. solaire? Ah, d'accord. Ben, chaque planète a un point Lagrange. Ah, d'accord. Il y a comme 4 points Lagrange pour chaque objet céleste. Ouais. Et Ariane, elle est assez forte pour amener le satellite, le télescope à cet endroit-là. Là-dessus, il y a des gens, là. Non, No. OK, c'est juste... Non, c'est trop loin, là. C'est d'accord. c'est beaucoup trop loin. Là. On n'est pas dans 2001 Odyssée de l'espace. Non, mais là. ça revient, cette histoire-là? Non, James Webb, il va rester parqué là-bas. Là. Non, mais je veux dire, la fusée, puis tout ça, non. Nope. Non. Ah, Non, ça non, doit non. devenir un énorme déchet. Elle largue, puis elle s'en va. Ben, en fait, ce qu'ils font, c'est que lorsqu'ils sont rendus en orbite, il y a juste la Chine qui fait pas ça, mais tous les autres, ils prennent des trajectoires que soit que ils vont mettre Devenir une sonde, là, finalement? ils vont mettre la trajectoire pour qu'elle revienne sur la Terre et qu'elle rentre dans l'atmosphère de façon contrôlée, ou ils vont la mettre en orbite autour du Soleil, sur une orbite héliocentrique. Il y a beaucoup de... Qui va finir par, il y a des morceaux d'Apollo sur l'orbite autour du Soleil. Ça va jamais bouger de là. D'accord. Intéressant. Donc, tout est calculé. Donc, là, on vous a donné les poids pour Ouais. l'orbite, parce que c'est ce qui est plus facile à visualiser. Mais il faut penser que ces lanceurs-là ont aussi des capacités d'aller sur des orbites géostationnaires, des orbites synchronisées avec le Soleil. Et Ariane 5, c'est ça, sa force, c'est vraiment d'amener des trucs, des orbites qu'on appelle des géotransferts vers un autre corps céleste comme la Lune, Mars. Donc, toutes ces fusées-là ont aussi des capacités pour ça. Il y en a qu'ils amènent beaucoup en orbite basse, mais qui sont incapables d'envoyer de quoi autour de la Lune parce qu'ils ont rendu là, ils n'ont plus de souffle. D'accord. OK. La dernière fois qu'on a fait ça chez les Américains, c'était la Saturne. Saturne 5, Tu te rappelles-tu du monstre que c'était? Là? Non, pas du tout. 7,1 millions de livres de poussée au décollage. Ouais. On va refaire des épisodes là-dessus. Là. On pourra faire un épisode sur Ariane, Saturne 5, etc. etc. là. Ouais, les Histoire lanceurs de- lourds, là. Oui, histoire de. Mhm. Mais c'est juste donner un aperçu de en ce moment qu'est-ce qu'il y a au niveau de fusée de classe orbitale. Non, mais je dois dire que j'étais complètement dans le champ. Je pensais pas du tout qu'on avait autant d'options que ça présentement. Ben, là. oui, il va falloir qu'on fasse ça parce que ce qui est intéressant avec la fusée Ariane, c'est que le programme a été lancé toujours dans l'optique de se défaire de l'emprise américaine et toute l'Europe qui Ouais. veut avoir son indépendance. Et les Américains en achètent. Et les Américains en achètent. Tellement c'est un bon produit. Donc, Donc, Oui, compte tenu de combien ils sont chauvins, ce n'est pas peu dire. oui, donc c'est ça. Ariane, on peut penser que c'est très très cher pour envoyer un satellite en orbite autour de la Terre, mais si on veut envoyer une sonde autour de Mars ou on va aller au point Lagrange, Ariane Ouais. fait la job. C'est pour ça que c'est cher comme ça, parce qu'elle a des très 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 grosses capacités. ou si tu veux pas te rendre aussi loin, c'est parce que c'est très lourd. Ouais. Ouais. Mhm. Fait que, D'accord.
Ça fait le tour, Olivier? Oui, et là, il faut qu'on vous parle de Noka. Oh oui, c'est vrai! Ah, qu'est-ce qu'on a failli subir comme perte il y a quelques jours? Donc, la semaine dernière, la fin juillet, Noka, le module qui remplace le module, je l'ai noté ici. Mais tu peux pas le lire. Oui, parce que je suis pas partout dans la bonne page, voilà. Donc, le module Pierce, qui était sur la station spatiale, qui est rentré dans l'atmosphère avec un vaisseau cargo Progress. Donc, le module Noka, c'est un ancien module de backup pour le module Zarya sur la station spatiale. La construction elle a été arrêtée dans les années 90. Elle a été reprise à plusieurs reprises par la suite. Beaucoup de délais dans la construction. Ça a tellement pris de temps pour construire ce module-là qu'ils ont dû changer le moteur parce que le moteur n'était plus garanti. Je pensais que tu allais dire qu'il n'était plus assez performant, non, mais plus garanti, c'est très drôle. Il était plus garanti, donc ils l'ont enlevé, ils en ont installé un autre. Ça, c'était en 2017. On nous a parlé de la fusée Proton M. Donc, c'est le 21 juillet cette année que le Proton M a lancé le Noka. Ouais. Ils ont eu un problème avec le moteur, ils sont arrivés en orbite, le moteur ne fonctionnait pas comme il faut. Ça leur a pris 24 heures pour... Là, ils se sont creusés la tête, la station spatiale est à tel endroit, nous, on est à un autre endroit, il faut qu'on corrige notre trajectoire. Ça leur a pris 24 heures pour manœuvrer pour se rendre à la station spatiale. Ouais. Et là, ils se sont arrimés, ça a très bien fonctionné. Et là, ça faisait 3 heures que Noka était arrivé à la station spatiale. Tout allait bien. Ils s'apprêtaient à ouvrir la porte du module pour aller l'inspecter. Et là, les moteurs de Noka ont démarré. Et la façon que c'est sur la station spatiale elle s'est mise à pivoter, à changer son orientation. Branle-bas de combat. La NASA, tout de suite, signalé aux astronautes de mettre la station en mode changement d'attitude. Donc, ils ont verrouillé les panneaux solaires parce que les panneaux solaires bougent tout le temps sur la station spatiale parce qu'elle pourra toujours avoir la meilleure orientation que le Soleil. Donc là, ils ont fermé les fenêtres sur la coupole, ils ont verrouillé les panneaux solaires, ils ont verrouillé tout ce qui était mobile, ils ont tout barré ça. Et là, ça a continué à bouger. Ils ont essayé de fermer les moteurs de Noka. Ça ne marchait pas. Ils ont parti les moteurs de la station spatiale. Ils ont parti les moteurs d'un autre vaisseau Progress pour contrecarrer Noka. Et là, ça a pris, je pense, une couple d'heures et Noka a fini par manquer de carburant. Wow. Et quand on regarde les graphiques de la NASA, ils disent « Oh non, on s'entraîne pour ça, il n'y a pas de problème. » Mais la panique a pris, là. La panique n'a pas pris, mais ils étaient tous très, très, très... préoccupé par ça. Mm-hmm. Et c'est venu proche de dire OK, on abandonne la station, là, tout le monde dans les capsules, puis bye bye. Bye bye. Wow. Ouh. C'est vraiment venu proche. Puis en plus, il y a combien d'astronautes en ce moment là, à bord? Là? Ils sont plusieurs, ils sont au moins 6. Je pense qu'ils sont 6, oui. Parce que quand la gang de l'équipe de Thomas Pesquet est arrivée, ils sont montés à 8, quelque chose comme ça. Là. C'était une des fois où il y avait le plus d'astronautes. Oui, mais ils avaient les 4 astronautes avec Dragon. Oui, c'est mais ça. Eux sont revenus. Eux sont partis plus tard, là, c'est ça, exact. Fait qu'ils sont retombés à 5 ou 6. Là, quelque chose de même. Mais c'est venu proche. Ouais. Mais là, qu'est-ce qui se passe avec les Russes? On avait l'habitude d'avoir des opérations un peu clunky et complexes, mais qui avaient des résultats très efficaces. C'est quoi ça? C'est bizarre. L'ordinateur qui contrôle les moteurs sur Noka, c'est un module qui a été fourni par l'Agence spatiale européenne, mais il semblerait qu'il y avait une erreur humaine dans la sonde Roscosmos. Dans la programmation. Carrément, non. La personne a fait comme... Les moteurs sont partis. Oh, oui. Il y avait un humain dans la loupe qui n'a pas fait ce job. Selon Roscosmos. Ça va être intéressant, ça. Et qu'on est à étudier, effectivement. Et qu'on n'est toujours pas capable... Tu sais, qu'on ne soit pas capable de l'éteindre après, c'est un autre... Oui, ils étaient plus capables de fermer les moteurs. Mais là, on n'avait pas besoin de cette capacité-là pour revenir? Non. Noka, c'est un module de recherche travail, scientifique. de recherche scientifique. Ouais. D'accord. Puis il faut penser que la station spatiale, la façon qu'elle est faite, Noka était un bout. Il y avait les moteurs qui sont à un autre endroit, et puis il y a l'autre vaisseau cargo qui est à un autre endroit. Donc les deux ensemble ont comme travaillé pour contrecarrer ça. Donc c'est assez spectaculaire. Ils ont sauvé la station. Ouf! Wow! D'accord. Et je me demande bien ce que ça aurait donné si on l'avait perdu. On t'envoie une facture avec les Russes, puis ou bien tu le piges dans les comptes qui sont gelés actuellement. Je sais pas. Hein. Je sais pas, honnêtement. Depuis le temps que la station roule, là, il va falloir que tu gèles les avoirs d'une couple d'oligarques. Là, parce que c'est ça. Ça va coûter cher.
Donc, c'est pas comme si on flottait dans les moyens en Russie actuellement. C'est ça, exactement. C'est un problème financier parce que les Russes, ils sont très compétents, ils ont des bons scientifiques, ils ont des bons ouvriers, mais ils manquent de sous pour faire ces trucs-là. Ils sont comme tous attachés dans une grosse maison sur le bord d'un lac. C'est ça qui se passe là. Sur le bord de la mer. Ah oui, tu veux dire... Ouais. Et ils ont construit, c'est ça, ils ont construit un nouveau laboratoire, je pense que c'est... Souterrain. Oui, c'est ça, sur le bord d'un lac, là, avec des... Avec des beaux planchers, avec des labyrinthes. Oui, c'est ça, exactement. Spécial, enfin. Oui, donc chapeau aux gens de la NASA. Ouais. Et qui ont aussi travaillé avec Roscosmos parce que il y a quand même... C'est pas juste la NASA qui s'occupe de la station spatiale, il y a les Russes. Donc, tout le monde a quand même travaillé ensemble pour régler le problème. C'est ça qu'il faut souligner. Quand même, là. Il faut bien croire que autant chez les Russes que les Américains, il n'y a pas juste des tatas. Non, mais les gens qui sont là, ils sont extrêmement compétents. Mais aussi, on s'entend que l'impact d'une erreur est tellement majeur que... C'est fou pareil, là. Ouais. Eh bien... Ça me fait penser un petit peu... tu sais, je sais pas si vous vous rappelez la pub de Pepsi, là, de I'm Good, là. C'était Pepsi? Oui, c'était Pepsi. Puis à chaque fois, il arrivait quelque chose. Il y a un gars qui mangeait un bâton de golf dans la face. Oui, c'était Pepsi. Puis dit, les hommes peuvent tolérer tout et n'importe quoi. Puis tu sais, les gars se font blesser. Puis il y en a un là-dedans qui a un fil électrique dans la bouche. Puis que son chum, il dit « OK ». Là, il dit « No ». Plaf! Il met le power. Là. Puis le gars, il est tout brûlé sur le côté. Il dit « I'm good ». Ben, ça ressemble un peu à ça. Il y a quelqu'un qui a pesé sur... Tu sais, je pèse-tu tout de suite? Non! Un peu comme ça. On dirait ça. C'est en fait la troisième erreur, si on veut, humaine avec les Russes. Il y a eu le trou dans la capsule Soyouz il y a quelques années. Ouais. Que c'est un ouvrier, ils savent qu'il a fait une erreur puis il n'a pas dit « Hey, je me suis trompé ». Puis là, en rentrant en orbite, il y avait une fuite dans la capsule. Il y a eu le booster de la fusée Soyouz qui a frappé la fusée. Ça avait été mal assemblé à la fabrication de la fusée. Ouais. Et là, on a le problème avec nos cas. Ah, les Russes. Étrangement, je pense qu'on pourrait parler de certains facteurs humains, dont les ressources et la pression. Oui, en Russie, ça doit les pas être 12 facile. mots des entreprises. C'est ça, exactement. Tout à fait. Bon, les Européens en ont 15 ou 17, là, mais... On est capable de faire le tour des situations d'habitude avec nos 12. Oui, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Eh bien, là-dessus, merci beaucoup, Olivier, pour ce tour d'horizon qui nous a bien clarifié où est-ce qu'on en est dans nos capacités d'exploration, d'utilisation de l'espace, on va dire. Là-dessus, merci tout le monde d'avoir été parmi nous. C'était Claudia Ouellet. Grégory Blanc. Olivier Lacombe. Merci tout le monde. À bientôt. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Merci d'avoir écouté Aéropod. Abonnez-vous à notre podcast sur la chaîne YouTube ou encore pour la version audio sur iTunes, Google Podcast, Spotify ou encore votre plateforme préférée. N'oubliez pas de demander les notifications pour être averti dès que le nouveau contenu est disponible. Visitez notre site web mentoraero.com pour toute info supplémentaire et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires ou questions à l'adresse aéropod@mentoraero.com ou encore sur la page Facebook de l'Aéropod. Over.